Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Chants de Maldoror. Par Comte de Lautréamont. À mon ami Albert Lacroix. L'édition actuelle des Chants de Maldoror est la réimpression, revue et corrigée d'après le manuscrit original, d'un ouvrage qui n'a jamais paru en librairie. Dans le courant de 1869, Monsieur le comte de Lautréamont venait de délivrer les derniers bons à tirer de son livre, et celui-ci allait être broché, lorsque l'éditeur, continuellement en butte aux persécutions de l'Empire, en suspendit la mise en vente à cause de certaines violences de style qui en rendaient la publication périlleuse. J'ai fait publier un ouvrage de poésie, chez Monsieur Lacroix. Mais une fois qu'il fut imprimé, il a refusé de le faire paraître, parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères, et qu'il craignait le procureur général. Ainsi s'exprime l'auteur dans la lettre reproduite en fac-similé, en tête de ce volume. L'ouvrage de poésie dont il est question et qui est ainsi présenté, atteste la visée lyrique qui attachait l'auteur, et bien celui-ci. Monsieur le comte de Lautréamont se refusait à amender les violences de son texte. Ce n'est qu'après s'en être longtemps défendu, qu'il consentit aux modifications qui lui étaient demandées. Des cartons destinés à remplacer les passages réputés dangereux devaient être tirés. Mais en 1870, la guerre éclatait. On ne pensa plus aux chants de Maldoror. Et brusquement, l'auteur mourut, n'ayant exécuté qu'une partie des révisions auxquelles il avait consenti. Le texte de la présente édition est donc conforme à celui de l'édition originale, dont le tirage alla s'égarer dans les caves d'un libraire belge, qui, timidement, au bout de 4 années, fit brocher des exemplaires avec un titre et une couverture anonyme. Quelques lettrés seulement connaissent ces exemplaires. Nous avons cru que la réédition d'une œuvre aussi intéressante serait bien accueillie. Ces véhémences de style ne peuvent effrayer une époque aussi littéraire que la nôtre. Si outrée qu'elle soit, elle garde une beauté profonde et ne revêt aucun caractère pornographique. La critique appréciera comme il convient Les Chants de Maldoror, poème étrange et inégal où dans un désordre furieux, se heurtent des épisodes admirables et d'autres souvent confus. En écrivant cette notice, nous voulons simplement détruire une légende formée, on ne sait trop pourquoi, à l'endroit de la personnalité du comte de Lautréamont. Dernièrement encore, Monsieur Léon Bloy, dont la mission ici-bas consiste décidément à démolir tout le monde, les morts comme les vivants, tentait d'accréditer cette légende dans une longue étude consacrée au volume. Il y répète à satiété que l'auteur était fou et qu'il est mort fou. C'est un aliéné qui parle, le plus déplorable, le plus déchirant des aliénés, la catastrophe qui fit de cet inconnu un aliéné. Car c'est un vrai fou, hélas. Un vrai fou qui sent sa folie. Et plus loin, l'auteur est mort dans un cabanon et c'est tout ce qu'on sait de lui. En écrivant cela, Monsieur Léon Bloy a sciemment fait de très mauvaises besognes. En effet, il résulte de l'enquête très approfondie que nous avons faite, il résulte de documents authentiques que nous avons recueillis, que l'auteur des Chants de Maldoror n'est pas mort fou. Le comte de Lautréamont s'est éteint à l'âge de 20 ans, emporté en 2 jours par une fièvre maligne. Si Monsieur Léon Bloy avait lu les aliénistes, et si la science physiologique l'avait un peu allaité, il eût apporté plus de réserve dans l'invention d'une fable, intéressante seulement au point de vue de l'effet littéraire qu'il désirait produire. La science, en effet, nous apprend que les cas de vraie folie sont extrêmement rares au-dessous de 20 ans. Or, l'auteur naquit à Montevideo le 4 avril 1850. Son manuscrit fut remis à l'imprimerie en 1868. On peut sans témérité présumer son complet achèvement en 1867. Les Chants de Maldoror sortirent donc de l'imagination et du labeur cérébral d'un jeune homme de 17 ans. Au surplus, l'extrait des minutes des actes de décès du 9e arrondissement de Paris porte que Isidore Lucien Ducasse, tel est son véritable nom, est décédé le jeudi 24 novembre 1870, à 8 heures du matin, en son domicile, Faubourg Montmartre, numéro 7. Le numéro 7 du Faubourg Montmartre n'a jamais été ni un cabanon, ni une maison de fous. Nos actives investigations n'ont pas abouti à pénétrer, dans son intégralité, le mystère dont la vie de l'auteur à Paris semble avoir été entourée. La préfecture de police s'est refusée à nous seconder dans ses recherches, parce que nous n'avions aucun caractère officiel pour les lui demander.
Voilà certes un rigorisme administratif fort regrettable. Quel inconvénient peut-il y avoir à fournir à un éditeur quelques renseignements sur la vie d'un homme de lettres mort depuis 20 ans? Bornés à nos seules enquêtes, nous avons acquis la certitude que Ducasse était venu à Paris dans le but d'y suivre les cours de l'école polytechnique ou des mines. En 1867, il occupait une chambre dans un hôtel situé au numéro 23 de la rue Notre-Dame des Victoires. Il y était descendu, dès son arrivée d'Amérique. C'était un grand jeune homme brun, imberbe, nerveux, rangé et travailleur. Il n'écrivait que la nuit, assis à son piano. Il déclamait, il forgeait ses phrases, plaquant ses prosopopées avec des accords. Cette méthode de composition faisait le désespoir des locataires de l'hôtel, qui, souvent réveillés en sursaut, ne pouvaient se douter qu'un étonnant musicien du verbe, un rare symphoniste de la phrase cherchait en frappant son clavier, les rythmes de son orchestration littéraire. Si de tels raccourcis de la vie d'un homme ne suffisent pas pour reconstituer une ressemblance bien définitive, ils aideront toutefois à élucider pour une petite part, le mystère de cette figure vouée à rester, par presque tous ses côtés, obscure. Mais restituer un caractère avec des documents, cela ne tient-il pas un peu du domaine des sciences occultes? Du moins, avons-nous cherché à éclairer ce sommaire portrait, en recourant à celle des sciences de ce temps qui, d'après un texte, s'applique à évoquer les plus fuyantes directions de l'âme et de la pensée. Puisque nous avions cette fortune de posséder des manuscrits de Ducasse, il nous a paru curieux de demander à un graphologiste érudit son avis sur l'auteur des Chants de Maldoror. Oh! Oh! C'est joli, dit-il. C'est là une expression familière aux graphologistes lorsque le sujet leur semble intéressant, singulier mélange par exemple. Voyez donc l'ordre et l'élégance, cette date régulière en haut, cette marge, ces lignes rigides, et cette distraction inattendue qui le fait commencer sa lettre à l'envers en oubliant les initiales que porte le papier. Majuscules harmoniques, le V de Voltaire et l'air de Rousseau et d'autres. Puis, regardez maintenant l'enfantillage du P de Paris et le G de grande tête. Quant à la signature, elle est littéralement d'un enfant. Comment concilier l'inharmonie d'un tel paraphe avec ce que je viens de dire? Nous allons en avoir l'explication, en l'analysant. Il a signé J. Ducasse sans paraphe, il devait n'en faire jamais, ce qui, vous le savez, est un des signes graphologiques de la distinction. Puis, se rappelant qu'il demandait de l'argent, il a ajouté son adresse, et pour réunir les deux choses, par ordre et logique, il a entouré le tout d'une très vague ellipse faite un peu « va comme je te pousse », et qu'il ne faudrait pas confondre dans cette analyse avec le paraphe en colimaçon habituel aux amoureux de la vie familiale. Je vous le répète, il n'y a pas là de paraphe, et il ne peut pas y en avoir, étant donné la sobriété du reste. Mais continuons. L'harmonie m'a montré un artiste, et tout à coup je découvre un logicien et un mathématicien. Les derniers mots, la bonté de me l'écrire, cela ne ressemble-t-il pas à une formule algébrique avec l'abréviation de bonté, et à un syllogisme, avec cet étroit enchaînement des mots? Et il est si étroit, cet enchaînement, le scripteur est tellement obsédé par la logique, qu'il ne met les apostrophes qu'après le mot fini, et sans en oublier une seule. C'est admirable. Je n'ai peut-être pas vu cela 10 fois sur les milliers de lettres que j'ai étudiées. Barre scrupuleuse et énergique avec quelquefois, un petit harpon d'égoïsme, mais qui n'en a pas. Il y en a juste la dose nécessaire pour n'altérer en rien la bonté qui éclate dans la rondeur des lettres, comme il y a un peu d'acide prussique dans les amandes, si vous voulez. Un petit détail, votre homme me semble un peu sensuel, il y a parfois de l'empattement, je ne suis pas fâché de cette petite tâche, si c'en est une, car vraiment c'était trop beau. Je me résume avant tout équilibre, harmonie ou logique, peut-être n'a-t-il jamais rien fait, mais j'en doute, car l'écriture n'a rien d'un paresseux. Si c'est un artiste, il eût pu tout aussi bien faire un savant, si c'est un savant, il eût pu tout aussi aisément être un grand artiste. Mais alors il n'est pas fou? Que voulez-vous dire? Ou bien tout ce qui précède est vrai, et tout cela ne me semble guère d'un fou, ou alors la graphologie n'existe pas. Seulement alors, nous nous décidions à livrer à notre savant les quelques détails de la vie de Ducasse que nous connaissions, et que, volontairement, nous avions différé de lui communiquer de peur de l'influencer. Et surtout, nous insistions sur cette folie qu'on lui reprochait, et par laquelle on semblait vouloir atténuer la conscience de son talent.
Mais je m'étonne qu'une pareille légende ait trouvé crédit auprès d'esprits distingués. Vous n'ignorez pas combien les cas de folie à cet âge sont rares. J'entends de la vraie folie, car des idiots, des débiles, des mélancoliques, des crétins, les asiles en sont bondés. Mais un vrai fou, un fou de 20 ans qui de sa folie mourrait dans un cabanon, je doute qu'on en voit souvent. Notez même que ce détail triste et topique, la mort dans un cabanon, me fait tout de suite penser à un paralytique général avec toute cette succession classique. Intelligence vive, obscurcissement, folie des persécutions, mégalomanie, excitation puis déchéance complète et disparition de l'individu s'en allant depuis longtemps par lambeaux. Eh bien, interrogez des spécialistes et demandez-leur combien ils ont pu compter de paralytiques généreux de 20 ans. Bell déclare n'en avoir jamais vu avant 25 ans, Calmeil ne l'a observé que 2 fois avant 32 ans. Reste enfin la manie et la folie circulaire, mais ces deux formes de folie suivent à peu près les mêmes lois et sauf exception infiniment rare, il n'y a pas de fou furieux de 19 ans. Enfin, si le volume est paru quand Ducasse avait 19 ans, et qu'il soit mort à 20 ans, voilà donc une aliénation qui aurait évolué en un an. N'est-ce pas le cas de dire avec Verlaine, tout cela est littérature? Quoique montévidéen, Ducasse était français d'origine. Son père, chancelier à la légation française à Montevideo, naquit à Tarbes. La famille devait être riche. Elle se trouvait en relation d'affaires avec un banquier de la rue de Lille, M. Darras, qui payait au fils une pension mensuelle. Grâce à l'amabilité de M. Dosseur, successeur de M. Darras, nous avons pu prendre connaissance d'une partie de la correspondance du jeune écrivain, et donner, en tête du présent volume, une de ses lettres en fac-similé. Cette lettre contient en quelque sorte une profession de foi littéraire, et fait allusion aux circonstances qui s'opposaient à la mise en vente de son livre, ainsi qu'à la préface d'un nouveau volume, que l'éditeur Lemaire n'a jamais reçu. La correspondance de Ducasse est curieuse, et montre combien étaient vives ses préoccupations littéraires. Dans une lettre, datée du 22 mai 1869, nous relevons les passages suivants, que nous ne reproduisons qu'à titre de simple curiosité. Monsieur, c'est hier même que j'ai reçu votre lettre datée du 21 mai, c'était la vôtre. Eh bien, sachez que je ne puis pas malheureusement laisser passer ainsi l'occasion de vous exprimer mes excuses. Voici pourquoi, parce que si vous m'aviez annoncé l'autre jour, dans l'ignorance de ce qui peut arriver de fâcheux aux circonstances où ma personne est placée, que les fonds s'épuisaient, je n'aurais eu garde d'y toucher, mais certainement j'aurais éprouvé autant de joie à ne pas écrire ces 3 lettres que vous en auriez éprouvé vous-même à ne pas les lire. Vous avez mis en vigueur le déplorable système de méfiance prescrit, vaguement par la bizarrerie de mon père, mais vous avez deviné que mon mal de tête ne m'empêche pas de considérer avec attention la difficile situation où vous a placé jusqu'ici une feuille de papier, à lettres venues de l'Amérique du Sud, dont le principal défaut était le manque de clarté, car je ne mets pas en ligne de compte la malsonnance de certaines observations mélancoliques qu'on pardonne aisément à un vieillard, et qui m'ont paru à la première lecture avoir eu l'air de vous imposer, à l'avenir peut-être, la nécessité de sortir de votre rôle strict de banquier, vis-à-vis d'un monsieur qui vient habiter la capitale. Pardon, monsieur, j'ai une prière à vous faire. Si mon père envoyait d'autres fonds avant le 1er septembre, époque à laquelle mon corps fera une apparition devant la porte de votre banque, vous aurez la bonté de me le faire savoir. Au reste, je suis chez moi à toute heure du jour. Mais vous n'auriez qu'à m'écrire un mot, et il est probable qu'alors je le recevrai presque aussitôt que la demoiselle qui tire le cordon, ou bien avant, si je me rencontre sur le vestibule. Et tout cela, je le répète pour une bagatelle insignifiante, de formalité. Présenter 10 ongles secs au lieu de 5, la belle affaire. Après avoir réfléchi beaucoup, je confesse qu'elle m'a paru, remplie d'une notable quantité d'importance nulle. L'extrême jeunesse de l'auteur atténuera sans doute la sévérité de certains jugements qui ne manqueront pas d'être portés sur les champs de Maldoror. Si Ducasse avait vécu, il eût pu devenir l'une des gloires littéraires de la France. Il est mort trop tôt, laissant derrière lui son œuvre éparpillée aux 4 vents, et par une coïncidence curieuse, ses restes mortels ont subi le même sort que son livre. Inhumé dans une concession temporaire du cimetière du Nord, le 25 novembre 1870, il en a été exhumé, le 20 janvier 1871, pour être réinhumé dans une autre concession temporaire.
Il se trouve actuellement dans les terrains désaffectés et repris par la ville. LG. Chant premier. Plus au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison, car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme, comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou plutôt, comme un angle à perte de vue de grue frileuse méditant beaucoup, qui, pendant l'hiver, vole puissamment à travers le silence, toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon, d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable, conséquemment son bec aussi qu'elle fait claquer, et n'est pas contente. Moi non plus je ne le serais pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de 3 générations de grues, se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir de sang-froid regardé plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence, avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle, pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage, soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un requin, dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les rouges émanations. Je t'assure, elles réjouiront les 2 trous informes de ton museau hideux, ô monstre, si toutefois tu t'appliques auparavant à respirer 3000 fois de suite la conscience maudite de l'Éternel. Tes narines, qui seront démesurément dilatées de contentement ineffable, d'extase immobile, ne demanderont pas quelque chose de meilleur à l'espace, devenu embaumé comme de parfums et d'encens, car elles seront rassasiées d'un bonheur complet, comme les anges qui habitent dans la magnificence et la paix des agréables cieux. J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années, où il vécut heureux, c'est fait. Il s'aperçut ensuite qu'il était né méchant, fatalité extraordinaire. Il cacha son caractère tant qu'il put, pendant un grand nombre d'années, mais à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle, chaque jour le sang lui montait à la tête, jusqu'à ce que, ne pouvant plus supporter une pareille vie, il se jeta résolument dans la carrière du mal. Atmosphère douce. Qui l'aurait dit, lorsqu'il embrassait un petit enfant, au visage rose, il aurait voulu lui enlever ses joues avec un rasoir, et il l'aurait fait très souvent, si justice, avec son long cortège de châtiments, ne l'en eût chaque fois empêché. Il n'était pas menteur, il avouait la vérité, et disait qu'il était cruel. Humain, avez-vous entendu? Il ose le redire avec cette plume qui tremble. Ainsi donc, il est une puissance plus forte que la volonté. Malédiction. La pierre voudrait se soustraire aux lois de la pesanteur? Impossible. Impossible, si le mal voulait s'allier avec le bien. C'est ce que je disais plus haut. Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains, au moyen de nobles qualités du cœur, que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir. Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté. Délices non passagères, artificielles, mais qui ont commencé avec l'homme finiront avec lui. Le génie ne peut-il pas s'allier avec la cruauté, dans les résolutions secrètes de la Providence? Ou parce qu'on est cruel, ne peut-on pas avoir du génie?
On en verra la preuve dans mes paroles. Il ne tient qu'à vous de m'écouter, si vous le voulez bien. Pardon, il me semblait que mes cheveux s'étaient dressés sur ma tête, mais ce n'est rien, car avec ma main, je suis parvenu facilement à les remettre dans leur première position. Celui qui chante ne prétend pas que ses cavatines soient une chose inconnue, au contraire, il se loue de ce que les pensées hautaines et méchantes de son héros soient dans tous les hommes. J'ai vu pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes aux épaules étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions, la gloire. En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres, mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré, et me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je ne riais pas. J'ai vu les hommes, à la tête laide et aux yeux terribles enfoncés dans l'orbite obscure, surpasser la dureté du roc, la rigidité de l'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les trahisons de l'hypocrite, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère des prêtres, et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids des mondes et du ciel, lasser les moralistes à découvrir leur cœur, et faire retomber sur eux la colère implacable d'en haut. Je les ai vus tous à la fois, tantôt le poing le plus robuste dirigé vers le ciel, comme celui d'un enfant déjà pervers contre sa mère, probablement excité par quelque esprit de l'enfer, les yeux chargés d'un remords cuisant en même temps que haineux, dans un silence glacial, n'oser émettre les méditations vastes et ingrates que recélait leur sein, tant elles étaient pleines d'injustice et d'horreur, et attrister de compassion le Dieu de miséricorde. Tantôt, à chaque moment du jour, depuis le commencement de l'enfance jusqu'à la fin de la vieillesse, en répandant des anathèmes incroyables, qui n'avaient pas le sens commun, contre tout ce qui respire, contre eux-mêmes et contre la Providence, prostituer les femmes et les enfants, et déshonorer ainsi les parties du corps consacrées à la pudeur. Alors les mers soulèvent leurs eaux, engloutissent dans leurs abîmes les planches. Les ouragans, les tremblements de terre renversent les maisons, la peste, les maladies diverses déciment les familles priantes. Mais les hommes ne s'en aperçoivent pas. Je les ai vus aussi rougissant, pâlissant de honte pour leur conduite sur cette terre, rarement. Tempête, sœur des ouragans, firmament bleuâtre, dont je n'admets pas la beauté, mère hypocrite, image de mon cœur, terre, au sein mystérieux, habitant des sphères, univers entier, Dieu qui l'a créé avec magnificence, c'est toi que j'invoque, montre-moi un homme qui soit bon. Mais que ta grâce décuple mes forces naturelles, car, au spectacle de ce monstre, je puis mourir d'étonnement, on meurt à moins. On doit laisser pousser ses ongles pendant 15 jours. Oh! Comme il est doux d'arracher brutalement de son lit un enfant qui n'a rien encore sur la lèvre supérieure, et avec les yeux très ouverts, de faire semblant de passer suavement la main sur son front, en inclinant en arrière ses beaux cheveux. Puis tout à coup, au moment où il s'y attend le moins, d'enfoncer les ongles longs dans sa poitrine molle, de façon qu'il ne meure pas, car s'il mourait, on n'aurait pas plus tard l'aspect de ses misères. Ensuite on boit le sang en léchant les blessures, et pendant ce temps qui devrait durer autant que l'éternité dure, l'enfant pleure. Rien n'est si bon que son sang, extrait comme je viens de le dire, et tout chaud encore, si ce ne sont ses larmes, amères comme le sel. Homme, n'as-tu jamais goûté de ton sang, quand par hasard tu t'es coupé le doigt? Comme il est bon, n'est-ce pas, car il n'a aucun goût. En outre, ne te souviens-tu pas d'avoir un jour dans tes réflexions lugubres, porté la main, creusée au fond, sur ta ligure maladive mouillée par ce qui tombait des yeux, laquelle main ensuite se dirigeait fatalement vers la bouche, qui puisait à longs traits, dans cette coupe, tremblante comme les dents de l'élève qui regarde obliquement celui qui est né pour l'oppresser, les larmes? Comme elles sont bonnes, n'est-ce pas, car elles ont le goût du vinaigre. On dirait les larmes de celle qui aime le plus, mais les larmes de l'enfant sont meilleures au palais. Lui ne trahit pas, ne connaissant pas encore le mal. Celle qui aime le plus trahit tôt ou tard. Je le devine par analogie, quoique j'ignore ce que c'est que l'amitié, que l'amour. Il est probable que je ne les accepterai jamais, du moins, de la part de la race humaine.
Donc puisque ton sang et tes larmes ne te dégoûtent pas, nourris-toi avec confiance des larmes et du sang de l'adolescent. Bande-lui les yeux, pendant que tu déchireras ses chairs palpitantes, et après avoir entendu de longues heures ces cris sublimes, semblables au râle perçant que poussent dans une bataille les gosiers des blessés agonisants, alors, t'ayant écarté comme une avalanche, tu te précipiteras de la chambre voisine, et tu feras semblant d'arriver à son secours. Tu lui délieras les mains, aux nerfs et aux veines gonflées, tu rendras la vue à ses yeux égarés, en te remettant à lécher ses larmes et son sang. Comme alors le repentir est vrai. L'étincelle divine qui est en nous, et paraît si rarement, se montre, trop tard. Comme le cœur déborde de pouvoir consoler l'innocent à qui l'on a fait du mal, adolescent, qui venait de souffrir des douleurs cruelles, qui donc a pu commettre sur vous un crime que je ne sais de quel nom qualifier. Malheureux que vous êtes. Comme vous devez souffrir. Et si votre mère savait cela, elle ne serait pas plus près de la mort, si abhorrée par les coupables, que je ne le suis maintenant. Hélas, qu'est-ce donc que le bien et le mal? Est-ce une même chose par laquelle nous témoignons avec rage notre impuissance, et la passion d'atteindre à l'infini par les moyens même les plus insensés? Ou bien sont-ce deux choses différentes? Oui, que ce soit plutôt une même chose, car sinon que deviendrais-je au jour du jugement? Adolescent, pardonne-moi, c'est celui qui est devant ta figure noble et sacrée, qui a brisé tes os, et déchiré les chairs qui pendent à différents endroits de ton corps. Est-ce un délire de ma raison malade? Est-ce un instinct secret qui ne dépend pas de mes raisonnements, pareil à celui de l'aigle déchirant sa proie, qui m'a poussé à commettre ce crime? Et pourtant, autant que ma victime, je souffrais. Adolescent, pardonne-moi. Une fois sorti de cette vie passagère, je veux que nous soyons entrelacés pendant l'éternité, ne former qu'un seul être, ma bouche collée à ta bouche. Même de cette manière, ma punition ne sera pas complète. Alors tu me déchireras, sans jamais t'arrêter, avec les dents et les ongles à la fois. Je parerai mon corps de guirlande embaumée, pour cet holocauste expiatoire, et nous souffrirons tous les deux, moi, d'être déchiré, toi, de me déchirer, ma bouche collée à ta bouche. Ô adolescent, aux cheveux blonds, aux yeux si doux, feras-tu maintenant ce que je te conseille? Malgré toi, je veux que tu le fasses, et tu rendras heureuse ma conscience. Après avoir parlé ainsi, en même temps tu auras fait du mal à un être humain, et tu seras aimé du même être, c'est le bonheur le plus grand que l'on puisse concevoir. Plus tard, tu pourras le mettre à l'hôpital, car le perclus ne pourra pas gagner sa vie. On t'appellera bon, et les couronnes de laurier et les médailles d'or cacheront tes pieds nus, épars sur la grande tombe, à la figure vieille, ô toi, dont je ne veux pas écrire le nom sur cette page qui consacre la sainteté du crime. Je sais que ton pardon fut immense comme l'univers. Mais moi j'existe encore. J'ai fait un pacte avec la prostitution, afin de semer le désordre dans les familles. Je me rappelle la nuit, qui précéda cette dangereuse liaison. Je vis devant moi un tombeau. J'entendis un ver luisant, grand comme une maison, qui me dit « Je vais t'éclairer ». Lis l'inscription. Ce n'est pas de moi que vient cet ordre suprême. Une vaste lumière couleur de sang, à l'aspect de laquelle mes mâchoires claquèrent et mes bras tombèrent inertes, se répandit dans les airs jusqu'à l'horizon. Je m'appuyai contre une muraille en ruine, car j'allais tomber, et je lus, si j'y un adolescent qui mourut poitrinaire, vous savez pourquoi. Ne priez pas pour lui. Beaucoup d'hommes n'auraient peut-être pas eu autant de courage que moi. Pendant ce temps, une belle femme nue vint se coucher à mes pieds. Moi à elle, avec une figure triste, tu peux te relever. Je lui tendis la main avec laquelle le fratricide égorge sa sœur. Le ver luisant à moi, toi prends une pierre et tue-la, pourquoi? Lui dis-je. Lui à moi, prends garde à toi le plus faible parce que je suis le plus fort. Celle-ci s'appelle prostitution. Les larmes dans les yeux, la rage dans le cœur, je sentis naître en moi une force inconnue. Je pris une grosse pierre, après bien des efforts, je la soulevai avec peine jusqu'à la hauteur de ma poitrine, je la mis sur l'épaule avec les bras. Je gravis une montagne jusqu'au sommet, de là, j'écrasai le ver luisant. Sa tête s'enfonça sous le sol d'une grandeur d'homme, la pierre rebondit jusqu'à la hauteur de 6 églises. Elle alla retomber dans un lac, dont les eaux s'abaissèrent un instant, tournoyantes, en creusant un immense cône renversé. Le calme reparut à la surface, la lumière de sang ne brilla plus. « Hélas, hélas !» s'écria la belle femme nue, « qu'as-tu fait ?» Moi à elle,
Je te préfère à lui parce que j'ai pitié des malheureux. Ce n'est pas ta faute, si la justice éternelle t'a créé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.